Est-il vivant ou mort? Une nouvelle fois, des rumeurs circulent au Nigeria au sujet de la mort éventuelle du chef du groupe islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau. Le retrait du projet de Transavia Europe, c'est désormais la principale revendication du premier syndicat des pilotes de la compagnie Air France, une déclaration faite au 8e jour d'une grève très suivie. Démarrage ce jour à New York du sommet mondial sur le climat organisé par les Nations Unies. Ce sommet vise à faire le point du contrôle de l'émission des gaz à effet de serre. Vous êtes sur Sika et vous faites bien d'y rester, mesdames et messieurs. Bonjour. Ouvrons ce journal par des nouvelles en provenance du nord du Nigeria. Est-il vivant ou mort? Une nouvelle fois, des rumeurs circulent au sujet de la mort éventuelle du chef du groupe islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau. L'ennemi public numéro 1 au Nigeria est annoncé mort dans des attaques qui ont eu lieu ce jeudi dans le nord-est du pays. Mais jusqu'ici, aucune source officielle n'a encore confirmé cette information. Reportage. Les rumeurs ont enflé depuis jeudi dernier lorsque l'armée a annoncé dans un tweet qu'un chef terroriste de haut rang gravement blessé a été capturé au cours d'un affrontement à Kanduga, dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Ce combattant islamiste a été ensuite soigné par les militaires, selon la même source. Puis pendant le week-end, les spéculations ont augmenté lorsque la photo d'un homme à la barbe très fournie qui aurait été tué à Kanduga a commencé à circuler. Pour l'instant, je ne peux ni confirmer ni démentir, a déclaré lundi le porte-parole de l'armée nigériane, le général Olajide Olaleye. L'enquête est en cours, a-t-il poursuivi, précisant que le ministère de la Défense pourra apporter des éclaircissements très vite. Mais les forces de sécurité nigérianes ont déjà annoncé dans le passé par 2 fois la mort de Shekau. La police de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, avait annoncé le 30 juillet 2009 que Shekau, alors numéro 2 de Boko Haram, figurait parmi les 200 membres du groupe tués au cours d'un affrontement. Puis une autre déclaration publiée le 19 août 2013 par les forces de sécurité annonçait que Shekau pourrait avoir été tué par balle après un accrochage avec les soldats le 30 juin. À chaque fois, Shekau ou bien quelqu'un se présentant comme tel était apparu ensuite dans une vidéo. 115 morts, c'est le nouveau bilan issu de l'effondrement à Lagos de l'immeuble appartenant au téléévangéliste nigérian TB Joshua. 10 jours après le drame, le bilan est revu à la hausse. Selon notre évaluation, le nombre total de personnes qui a péri est de 115, mais tous les disparus ne sont pas sud-africains. Il y a au total 84 sud-africains parmi les victimes, a déclaré Jeff Radebe, le ministre chargé de la gestion de la catastrophe. Le ministre sud-africain s'exprimait après le retour à Pretoria de 25 rescapés sud-africains, dont 16 grièvement blessés, rapatriés ce lundi par avion militaire médicalisé. Précisons que 2 très jeunes enfants qui ont également perdu leurs parents dans la tragédie figurent parmi les rescapés. Selon les autorités sud-africaines, environ 350 adeptes sud-africains du téléévangéliste se trouvaient dans l'enceinte de l'immeuble de l'immense église à Lagos au moment où l'immeuble de 3 étages s'est écroulé alors qu'il faisait objet de travaux d'agrandissement. Restons toujours au Nigeria. Les élèves ont retrouvé le chemin des écoles ce lundi dans certaines parties du pays. La rentrée scolaire dans le pays avait été officiellement retardée pour cause du virus Ebola. Le gouvernement avait en son temps pris ces mesures en vue de protéger contre la propagation du virus qui a fait déjà 15 morts dans le pays. Reportage. Les écoliers nigérians ont fait leur rentrée lundi dans une partie du pays après des vacances d'été prolongées pour cause d'Ebola. Pendant ce temps, d'autres, notamment à Lagos et Port-Harcourt, devront encore patienter. Le gouvernement fédéral a demandé aux écoles d'ouvrir leurs portes lundi après avoir initialement repoussé la rentrée scolaire du 22 septembre au 13 octobre dans le but de contenir une éventuelle épidémie du virus Ebola. Plusieurs cas avaient été découverts à Lagos, la capitale économique du pays, et Port-Harcourt, dans le sud pétrolifère. Jusqu'à présent, le virus Ebola a tué 8 personnes au Nigeria sur 20 cas confirmés. À Abuja, chaque élève devait passer par un contrôle de température et laver ses mains avant de pouvoir entrer dans son établissement scolaire. Ceci conformément aux règles d'hygiène édictées par le gouvernement. Les enfants de Keno, au nord du pays,
ont également repris le chemin de l'école. En revanche, le gouverneur de Lagos, Babatunde Fashola, a annoncé tardivement dimanche que les écoles ne rouvriraient pas avant le 8 octobre, afin de donner plus de temps aux autorités pour distribuer le matériel nécessaire aux professeurs et autres personnels des écoles. Nous sommes prêts pour la réouverture. Nous voulons respecter les directives de santé de Lagos. Donc, nous ne voulons pas aller à l'encontre des directives du gouvernement. Par conséquent, aujourd'hui, les étudiants ont été renvoyés chez eux. Cela fait près de 2 semaines qu'aucun nouveau cas n'a été confirmé au Nigeria. Le principal syndicat d'enseignants au Nigeria avait appelé ses adhérents à ne pas se présenter au travail lundi en raison d'un manque d'équipements hygiéniques. Au Bénin, les agents de santé membres de l'intersyndicat des ressources humaines en santé annoncent à compter de ce matin une paralysie générale de tout le système sanitaire béninois pour 72 heures. Prenant la menace au sérieux, le gouvernement a initié une séance de travail avec les responsables syndicaux. Faute de concéder la levée de la motion de grève, les syndicalistes ont accepté d'observer le mouvement de débrayage assorti d'un service minimum. Plus de précisions ici avec le coordonnateur de l'intersyndicat des ressources humaines en santé au Bénin. La délégation qui nous a rencontrée est une forte délégation parce que nous avons le ministre d'État entouré de 5 autres ministres. Ils nous ont laissé la parole, nous avons expliqué notre ras-le-bol, tout ce qui est notre mécontentement, nous l'avons dit. Et en fin de compte, la conclusion qui a été tirée, c'est qu'ils vont rendre compte le mercredi prochain en Conseil des ministres. Et sûrement le jeudi, le président de la République va donner des instructions au ministre des Finances pour que le comité qu'on va mettre sur pied puisse commencer les travaux le jeudi. Et déjà, on peut donner une semaine à ce comité de travailler jeudi à jeudi pour qu'on se rencontre le vendredi 3 octobre. Et là, à la rencontre du vendredi 3 octobre, nous pouvons alors parler pour voir ce qu'on a rassemblé comme données pour pouvoir analyser la situation. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un problème d'argent. Prime de motivation, une prime de risque, un salaire non payé, ils doivent évaluer tout ça là avec le ministre des Finances. Donc nous sommes d'accord que les négociations ont commencé. C'est déjà une bonne foi du gouvernement. Mais nous ne pouvons pas suspendre la motion parce qu'il faut prendre une autre maintenant pour suspendre. Nous ne pouvons pas le faire. Tous ceux qui ont signé la motion, les 32, ne sont pas là. Qu'on nous donne 10 jours d'intervalle, c'est encore notre problème. Des gens ont pris des décisions en une journée. Donc on peut prendre ces décisions-là en une seule journée. Donc nous donnons ce temps-là au gouvernement. Ces 10 jours-là, pendant ces 10 jours-là, c'est 32 heures renouvelables par tacite de conditions avec le service minimum. Dès qu'ils ne vont pas respecter leur engagement, on va maintenant avec grève sans service minimum. D'une grève à une autre, le conflit entre le syndicat des pilotes et la direction de la compagnie Air France se radicalise. La sortie de crise espérée ce lundi n'a pas eu lieu. Les pilotes en grève depuis 8 jours ont refusé une ultime proposition de la direction. Ils ont même durci leur position avec l'avenir de low cost du groupe. Ils ont juste demandé la dissolution, la revue donc de cette prospective, de cette initiative de la direction de Air France. Reportage. Fin de matinée ce lundi, le patron du groupe Alexandre de Juniac tend la main aux grévistes et leur propose de suspendre jusqu'en décembre le projet de développement de Transavia en Europe. Un geste présenté comme une ultime proposition pour établir le dialogue. La réaction des syndicats se fait peu attendre et c'est non. Nous ne comprenons plus les motifs de la grève. Et donc nous disons au SNPL d'expliquer en quoi est-ce que ce conflit doit continuer quand ce qui seraient apparemment les motifs de cette grève ont disparu. Ulcérés, les syndicats dénoncent un écran de fumée qui ne résoudra rien. Les pilotes, visiblement agacés par les appels répétés de la direction à la fin de la grève, appellent à rester mobilisés et convoquent la presse pour annoncer la couleur. Tant que la direction d'Air France ne changera pas de philosophie et tant que la direction d'Air France ne mènera pas de réelles négociations pour finalement bâtir dans la concertation la riposte au low cost, eh bien les pilotes de ligne d'Air France seront en grève. Pour mardi, la compagnie escompte quand même une légère amélioration avec 48% des vols assurés et un taux de grévistes de 57%. Depuis l'Allemagne où il est en visite, Manuel Valls a appelé une nouvelle fois les pilotes à reprendre le travail.
Toujours en France, après avoir annoncé son retour sur la scène politique, Nicolas Sarkozy s'en est vivement pris ce dimanche à son successeur François Hollande lors d'un entretien sur France 2. Il a ouvertement critiqué l'actuel président en indexant sa politique qu'il qualifie de longue litanie de mensonges. Mais au lendemain de cette sortie de Nicolas Sarkozy, que pensent les Français? Va-t-il réussir son retour selon eux? Je vous propose ici de suivre quelques réactions, dont celle du Premier ministre Manuel Valls. Jamais, évidemment comme chef de gouvernement, mais hier comme dirigeant de l'opposition, je ne dirai à mes compatriotes jamais que j'ai honte de mon pays. J'ai trouvé clair, je l'ai trouvé simple, je l'ai trouvé différent. Je trouvais que c'était un discours efficace. Il n'y a plus personne qui représente la droite maintenant. Donc j'ai trouvé qu'il se positionnait en rassembleur. Voilà. Donc avec l'énergie qu'on lui connaît. Il est rassembleur, je pense. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire la même chose. Là, pour rattraper un petit peu le MP, je crois que lui, c'est ce qui convient le mieux. Il est déjà passé à l'épreuve déjà une fois. On a vu ce que ça a donné. Donc, bon, voilà. Moi, je ne pense pas qu'il fasse de grands bouleversements. Lui, ses idées, il y croit, c'est bien, mais il faudrait que nous, on y croit aussi pour qu'on soit derrière. Mais voilà, c'est ça le problème. Un recours, il faut qu'il y ait des propositions concrètes, des projets, des orientations. On n'a pas eu de projet ou de propositions de programme, il n'y a rien de concret. Donc moi, je suis dubitative. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. De toute façon, il y a un âge où on ne change pas. Et puis c'est sa personnalité, c'est Sarkozy, c'est comme ça. Et puis pourquoi il changerait de toute façon? Je pense qu'il est vraiment excellent, mais dans son rôle, quoi. Après, le problème, c'est est-ce qu'il arrivera à renaître de cet échec. Et je sais pas, il a tellement de casseroles, après c'est très compliqué. Et le moteur de ce qu'il a, je sais pas s'il le trouve dans le goût du pouvoir ou dans la réalité de son engagement, je sais pas. J'adore. Je m'étais décidé à ne pas voter pour lui parce qu'on sait très bien ce qu'il y a des hommes politiques, mais il est vraiment charismatique. Bien sûr que non, il n'a pas changé, je suis sûr. Sa personnalité, à un moment ou l'autre, va transparaître, bien sûr, à travers ses propos, à travers peut-être ses colères, ou je ne sais pas. Je pense qu'il a fait un mea culpa sur sa vie, et ça, je trouve ça que c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, le problème, c'est qu'ils ne pensent pas au peuple, et ils ne voient pas tout ce qui se passe autour de nous, et qu'ils ne sont pas dans la vie réelle. Un ressortissant français a été enlevé ce dimanche à Tizi Ouzou, à 110 km à l'est d'Alger. Cet homme, touriste de 55 ans, a été kidnappé dans la région montagneuse de Kabylie alors qu'il effectuait une randonnée. Précisons que cet enlèvement a été revendiqué par un groupe islamiste proche des dirigeants de l'État islamiste. Pendant ce temps, c'était dans ce contexte que le ministre français de l'Intérieur faisait ce lundi une déclaration solennelle à Paris. Bernard Cazeneuve a martelé plusieurs fois que la France n'a pas peur, une déclaration qui fait suite à l'appel lancé ce lundi par l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, qui demande à ses militants de s'en prendre ouvertement aux intérêts français et américains dans le monde entier. Suivons ici un extrait de la déclaration du ministre de l'Intérieur français. La France n'a pas peur. Elle n'a pas peur car ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve menacée par des groupes terroristes qui s'attaquent aux valeurs de tolérance, d'humanisme, de respect des droits de l'homme, de la démocratie, qui sont les valeurs que porte la France à travers une histoire séculaire. La France a toujours su surmonter ces menaces. La France n'a pas peur parce qu'elle n'entend pas céder au piège des terroristes. Elle sait que l'unité, la sérénité et la vigilance des citoyens constituent la meilleure des réponses qui puissent leur être opposées. Le dispositif Vigipirate, dans les dispositions actuelles qu'il contient, est aujourd'hui opérationnel et efficace. Depuis plusieurs mois déjà, nos forces de sécurité sont pleinement mobilisées afin de prévenir les risques liés à l'activité des groupes terroristes actifs en Syrie et en Irak.
Première visite officielle du chef du gouvernement français en Allemagne, Manuel Valls a été reçu ce lundi par la chancelière allemande Angela Merkel. À cette dernière, Manuel Valls a promis que la France poursuivra ses réformes jusqu'au bout. Mais en retour, il n'a pas obtenu de son hôte un quelconque geste supplémentaire pour la croissance européenne. Un reportage. Manuel Valls, hôte de la chancelière allemande Angela Merkel. Le Premier ministre français est allé tenter de réconcilier deux visions opposées sur la croissance en Europe, Paris appelant à plus d'investissements quand Berlin réclame des économies budgétaires. J'ai insisté sur le diagnostic que je porte sur notre pays et sur la situation de l'Allemagne. La chancelière a évoqué tout ce que l'Allemagne fait pour consolider son économie. Une discussion très approfondie où j'ai expliqué la politique que nous menons pour remettre notre pays sur les bons rails. J'ai rappelé le cap, restaurer la compétitivité de nos entreprises avec un soutien inédit de 40 milliards en faveur de nos entreprises. Le fait et la nécessité impérieuse d'être sérieux sur nos dépenses budgétaires. Manuel Valls a également plaidé pour que l'Allemagne, première économie européenne, investisse davantage pour relancer la croissance. Je veux dire aux Allemands que les réformes, nous allons les faire, car c'est d'abord l'intérêt de la France. Et malgré les difficultés, la France va faire les réformes pour elle et pour l'Europe. Et moi, j'ai besoin aussi de la confiance du peuple allemand. Pour sa part, la chancelière allemande a fait l'éloge d'un programme impressionnant de réformes qui, au final, vont décider de la compétitivité des entreprises françaises. Aussi a-t-elle souhaité bonne chance au Premier ministre français pour la mise en œuvre des dites réformes. Angela Merkel s'est par ailleurs prononcée sur le retour de Nicolas Sarkozy en politique, une décision qui ne se commente pas selon la chancelière. Démarrage ce jour à New York du sommet mondial sur le climat et le réchauffement climatique. Organisé par les Nations Unies, ce sommet vise à faire le point du contrôle de l'émission des gaz à effet de serre et les efforts déployés par les grandes puissances mondiales dans le cadre de la protection de l'environnement. Ce sommet se tient au moment où des experts et écologistes tirent sur la sonnette d'alarme pour alerter au sujet du danger qui menace la planète Terre. Selon des experts, si les grandes puissances mondiales maintiennent leur rythme actuel en matière de pollution atmosphérique, l'humanité aura épuisé dans les 30 années à venir son quota restant d'émissions de CO2 pour limiter à 2% le réchauffement planétaire d'ici à la fin du siècle. Un constat qui a suscité des manifestations à travers le monde entier ce week-end. Des milliers de manifestants écologistes ont manifesté pour demander le respect des mesures en faveur de la protection de l'environnement. Reportage. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus mardi 23 septembre à New York pour un sommet de l'ONU visant à donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. Il ne s'agit pas d'une session de négociation, mais les participants devraient annoncer des engagements qui faciliteront un accord contraignant à la conférence internationale de Paris fin 2015. L'objectif des négociations est de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, selon les scientifiques, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à leur niveau actuel, la planète gagnera 4 à 5 degrés à la fin du siècle. L'accord scellé à Paris entrerait en vigueur en 2020. L'attention se tournera vers les grands pays émergents, en premier lieu la Chine et l'Inde. Parmi les principaux pollueurs avec les États-Unis, Pékin et New Delhi rechignent à réduire leurs émissions pour ne pas ralentir leur croissance et insistent pour que les nations industrialisées paient la majeure partie de la facture. Les Australiens se sont rassemblés pour l'action climatique dimanche. 2 manifestants scandant énergie verte a formé un message de chaîne humaine à Sydney dans le cadre d'une journée d'action internationale. Les manifestations font partie d'un appel mondial aux armes pour lutter contre le changement climatique avant le sommet des Nations Unies à New York mardi. Dimanche, plus de 100 000 personnes ont défilé à New York dans une grande marche pour le climat présentée par les organisateurs comme la plus importante de l'histoire. Des manifestations similaires auront lieu dans de nombreuses capitales, dont Londres, Paris et Berlin. Les changements climatiques ne sont pas un problème lointain, ils nous concernent dès aujourd'hui et ont des effets très concrets sur nos vies. Ils perturbent les économies nationales, nous coûtant très cher aujourd'hui et encore plus demain. Mais il est de plus en plus reconnu qu'il existe des solutions abordables et pouvant être reproduites à grande échelle qui nous permettront à tous de faire un bond en avant vers des économies plus propres et plus résilientes.
Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour ce journal sur Sika TV. Mais avant de partir, je vous soumets cette citation de l'ancien président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny, qui disait « La paix n'est pas un mot, c'est un comportement ». Merci de nous avoir suivis. L'information suit son cours sur Sika TV, sur notre site internet www.sikatv.info et sur la page Facebook Sika TV.